puisque tant de monde ne savent pas ce qu'est, d'après le rapport, le sionisme et l'antisionisme, eh bien Denis a une lourde tâche de nous éclairer entre 20 et 25 minutes de quoi il s'agit. Merci de m'avoir invité. C'est la première fois, je dois dire, que je suis invité dans les locaux de la LDH. Je connais son histoire et ses actions, donc je suis très, très, très heureux, puis entouré là derrière de Zola, de Bach et de Alfred Dreyfus. Alors je vais essayer effectivement un petit peu plus de coller au titre de l'intervention. Je réserve peut-être pour la fin des petits commentaires sur voilà, la présentation très explicite et très détaillée de ce sondage sur antisémitisme et racisme en France. Je vais donc relier les termes sionisme et antisémitisme, mais ça je le ferai, je dirais, de manière assez brève pour laisser plus de temps dans mon intervention à la question qui est sans doute ici en tout cas beaucoup plus préoccupante des liens ou non entre antisionisme et antisémitisme. La question du rapport entre le sionisme et l'antisémitisme, j'ai envie de dire, c'est une question d'historien. Je veux bien vous en tenir informé, et je le ferai. Elle peut soulever des débats entre collègues sur le lien entre l'un et l'autre, mais voilà, je ne suis pas certain qu'elle soulève des débats à ce point polémiques, et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle ne débouche pas sur des actes qu'on les considère comme antisémites ou antisionistes, etc. Alors, le lien, quand une nouvelle idée apparaît, qu'on l'appelle idéologie ou non, notre travail, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi ça surgit. Et concernant le sionisme, la question est d'autant plus pertinente qu'après tout, des expulsions de juifs, des persécutions, etc., ont émaillé tout le long, au Moyen-Âge, Renaissance, par la suite, etc. Et pour autant, il n'y a pas eu ce même surgissement. Je vais dire les choses plus concrètement. Pourquoi le sionisme n'est-il pas né après 1492 ? On expulse les juifs d'Espagne et du Portugal. Pourquoi le mentionnisme ? Et on voit bien qu'il y a un mouvement, il y en a qui vont aller vers les pays, enfin la Hollande, il y en a qui vont s'arrêter dans les différents pays du Maghreb, on va passer par la Palestine, il y en a qui effectivement vont aller justement en terre d'Israël, et puis la plupart vont au cœur de l'Empire ottoman, enfin ce qui va devenir par la suite la Turquie. Pourquoi en 1492 des persécutions entraînent-elles ce mouvement-là, et fin du 19e, sans attendre d'ailleurs la Shoah, là ça entraîne l'émergence de cette idée-là. Et je pense qu'il y a deux mouvements, je dirais deux ou trois tendances importantes dont il faut tenir compte pour expliquer cette émergence-là. La première étant effectivement l'émancipation. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne considère plus les juifs uniquement comme une catégorie religieuse, non seulement qu'on abolit progressivement les discriminations dont ils sont l'objet, mais de surcroît on les considère comme faisant partie de la nation. On ne dit pas les juifs en France sont une minorité tolérée au sein de la royauté constitutionnelle. Non, on dit vous faites partie de la nation française. Clermont Tonnerre, tous les droits comme individu, pas de droits comme nation, mais en gros c'est ça la révolution de l'émancipation. C'est pas simplement d'abolir des discriminations, c'est pas de dire vous pouvez rentrer à l'université, vous pouvez rentrer à l'armée, vous pouvez vivre là où vous voulez, c'est important, mais c'est surtout dire vous faites partie de la nation française. Et ce modèle-là va s'étendre progressivement tout au long du XIXe siècle. Et c'est vrai de ce point de vue-là que, ça c'est les Lumières, voilà. Les Lumières qui vont avoir comme impact sur les Juifs, l'idée qu'on peut s'identifier comme Juif en prenant des distances avec le fait religieux. Mais je dirais que pour moi, la chose la plus importante dans les Lumières, perçue par une minorité d'abord, il ne s'agit pas de dire tout le monde, c'est l'idée que le changement, c'est bien. Voilà, qu'on va vers le progrès. Par rapport à l'idée d'une tradition religieuse qui dit l'âge d'or est toujours derrière nous. Mais il y a également dans le judaïsme cette idée que l'âge d'or, il est à la fin des temps. Là, il est au présent.
Et ceci va libérer des forces nouvelles qui permettent de s'organiser, de s'identifier autrement qu'on le fait jusque-là. Le deuxième moment très important, et ça c'est tout le XIXe siècle, c'est l'émergence de la classe comme catégorie pour penser la société et l'émergence de la nation comme catégorie pour penser également la société. Le grand débat, la grande dispute au XIXe siècle, c'est classe contre nation. Et on va dire qu'au XXe siècle, c'est quand même la nation qui l'a emporté sur la classe. Et ça va donner naissance à deux autres solutions politiques. Après l'émancipation disant voilà, on s'intègre, on peut conserver une identité confessionnelle, mais on n'est pas obligé, on n'y est pas soumis, on n'est plus soumis à l'autorité religieuse si on n'en veut pas, et on s'intègre individuellement dans la nation. La deuxième option, donc la classe, eh bien, on va ériger effectivement deuxième solution politique. L'émancipation n'ayant pas réalisé toutes ses promesses, eh bien, c'est par la Révolution que les Juifs vont trouver l'avenir radieux auquel ils aspirent. Et puis, le troisième, c'est effectivement la nation, et le sionisme va s'inscrire dans cette problématique-là. L'ère des nationalités, comme on disait. Et c'est pourquoi je dis, alors bien sûr qu'il y a le romantisme comme phénomène culturel pour dire le passé c'est bien, la restauration du passé c'est bien. En France c'est Viollet-le-Duc et Notre-Dame, les langues anciennes, le gaélique, l'hébreu, etc. Donc tout ça, donc il y a également l'impact du romantisme. Mais si vous additionnez les Lumières, le romantisme et la nation, et même la classe sociale à bien des égards, le sionisme n'est ni plus ni moins que une sorte de mélange de tout ça. On a le droit de changer de conditions, on a le droit de ne pas attendre passivement la classe sociale, on peut restructurer la société juive différemment. Et puis la nation, et c'est là où l'impact des Lumières est important, puisque désormais toute la science infuse n'est pas dans le judaïsme et dans la tradition juive, qu'on peut regarder ce qui se passe chez les autres. Et de ce point de vue-là, le sionisme est une sorte de mimétisme qui consiste à dire les Grecs, les Italiens, les Polonais, les Roumains, les Hongrois, et au XXe siècle, au Moyen-Orient, au Maghreb, tout le monde y va de la mise en avant de cette identité nationale. Pourquoi on ne ferait pas comme eux? Et le sionisme n'est ni plus ni moins que l'application aux Juifs de cette ère des nationalités qui l'emporte un peu partout. Avec bien entendu, on l'abordera tout à l'heure avec l'antisionisme, des débats internes. À partir du moment où les Juifs sont exposés à trois solutions politiques, je dirais incompatibles, comme dans toute typologie, l'une exclut l'autre. Si on est pour l'émancipation, on n'est pas pour la révolution, ou alors celle des travailleurs seulement. Si on est pour la révolution, on n'est pas pour la nation juive. Et donc, quand on dit mais la majorité était j'anticipe un peu sur le sujet de tout à l'heure, la majorité des gens étaient anti-sionistes, oui, la majorité des Juifs aussi étaient anti-révolutionnaires. Et la majorité des Juifs étaient aussi anti-émancipation, parce qu'aucune de ces trois forces n'était dominante. Il y en avait une un peu plus forte, les sionistes étant effectivement la force la plus minoritaire parmi elles. Mais globalement, oui, si on est sioniste, on est contre l'émancipation, enfin contre l'émancipation comme disait Sartre, l'achèvement définitif, on a trouvé la solution définitive, et ainsi de suite. Alors maintenant, le lien avec l'antisémitisme, est-ce que le sionisme est-il né de cette réaction, etc. Alors on a bien vu, l'Inquisition, ça n'a pas suffi, donc vraisemblablement, ce n'est pas le seul facteur. C'est pour ça que c'est l'antisémitisme plus lumière, romantisme et classe et nation. Et je dirais, alors, je sais que ça fait un débat polémique entre collègues, très bien. Il n'y a aucune raison que ça devienne un débat polémique, je dirais, idéologique. Voilà. Pour dire ça plus clairement et autrement, le sionisme procède et de l'antisémitisme. C'est sûr que si les Juifs avaient été parfaitement intégrés dans les nations où ils avaient été accueillis, il y a fort peu de chances qu'un sionisme eût émergé. Parce qu'il n'aurait pas eu cet aiguillon de ça tourne mal, donc il faut peut-être trouver autre chose. Pour montrer que ça n'a rien de polémique, si tous les réfugiés palestiniens avaient été parfaitement intégrés dans les sociétés où ils ont trouvé accueil, vraisemblablement le nationalisme palestinien non plus n'aurait pas eu l'importance qu'il a.
pour moi, sur le plan, je dirais, méthodologique et même au type des convictions, ça ne pose aucun problème. Les nationalismes n'aiment pas, de manière générale, attribuer leur émergence à un facteur négatif. Ça, c'est vrai, on le voit. On n'aime pas dire ah ben finalement on s'est organisé parce que notre adversaire nous a. Encore que Herzl, lui, l'assume complètement. Si on avait été intégré, très bien. On ne l'est pas, ben, on trouve autre chose. Prenez la fameuse trilogie de. Enfin, pas trilogie, pardon. La formule de Albert Hirschman, Exist, Voil, Loyalty. On est loyal si tout va bien, et même si ça ne va pas trop bien, ben on reste quand même loyal au modèle émancipateur. La révolution, c'est on voit, c'est-à-dire on clame de la voix, on n'est pas content, ça ne nous plaît pas, il faut améliorer, il faut réformer, il faut révolutionner, etc. Et les sionistes qui disent exit, moi je me tire, voilà, continuez vos débats, c'est pas le mien. Moi je vais ailleurs, je crée ma propre maison, mon propre foyer. On va appeler d'ailleurs foyer national. Alors sur cette question du lien entre antisémitisme, etc., moi je n'ai jamais, jamais été mal à l'aise de reconnaître qu'effectivement, l'émergence de cet antisémitisme social, économique, politique, sur la question tout à l'heure, c'est politique. Attendez, mettons les choses au point. Par rapport, d'ailleurs, je fais un tout petit peu référence au sondage, que les gens aient des préjugés, c'est pas bien sûr, enfin, c'est pas grave, tant que ça ne débouche pas sur un truc politique et sur un malaise social généralisé au sein de la communauté, etc. Je veux dire, on peut penser ce qu'on veut, les Chinois, ils sont comme ceci, ils sont comme cela, si ça ne débouche pas sur une mise en cause de leurs droits et de leur existence et de leur bien-être, bon, ben, c'est pas bien, mais on peut toujours corriger ça, mais il n'y a pas de quoi s'en émouvoir à ce point. C'est donc bien quand c'est politique que ça pose un problème. Et l'antisémitisme de la fin du XIXe siècle est politique. Qu'ils prennent la forme différente de ce qui se passe en Russie, où n'oubliez pas, à l'époque, 3/4 du peuple, on parle toujours de la dispersion des Juifs, 3/4 du peuple juif habite dans la zone de résidence. Alors c'est un vaste territoire, c'est de la Baltique à la mer Noire. Mais là, il n'y a pas d'émancipation, et les pogroms, justement, de 1980-82, vont conduire des Juifs à dire... Alors, on reprend la triade, voilà, c'était pas trilogie, c'était la triade de Hirschman. La plupart d'entre eux disent on se tire, et on va aux États-Unis, c'est-à-dire le modèle de l'émancipation, loyalty, aux États-Unis ou en Allemagne, ou à Londres ou à Paris, hein, mais enfin c'est surtout aux États-Unis, voire même en Amérique latine. Une autre partie dit la révolution, Wolf, non, on reste en Russie, mais on va gueuler contre le tsar jusqu'à ce que la révolution advienne. Et puis le exit, les sionistes qui disent non, nous, ils ont raison ceux qui veulent aller aux États-Unis, il faut quitter la Russie, mais ce n'est pas pour aller dans une autre, reconstituer une autre diaspora, mais être le noyau dur d'une nation, voilà, le noyau de base, pas se greffer sur d'autres nations, mais être à nous-mêmes le moteur d'une nouvelle nation. Alors oui, il y a un rapport avec l'antisémitisme, mais, et c'est là où il ne faut pas... Je suis toujours frappé de cette évolution que je trouve intellectuellement intéressante. Il ne faut plus être binaire, Il n'empêche que dans ce type de débat-là, c'est ou l'un ou l'autre. Or, de la même manière que j'ai expliqué cette émergence du sionisme par rapport à l'antisémitisme, je ne peux pas, dans le cadre du nationalisme juif sioniste, pas les autres, pas les territorialistes qu'on a connus à cette même époque, mais qui n'ont pas véritablement abouti, là, bien entendu, que l'émergence du sionisme ne peut pas être seulement lue dans une lecture synchronique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au même moment partout. Ah ben ils font tous nation, ben nous aussi on va faire nation. C'est nécessaire mais insuffisant, comme on dit souvent dans notre jargon. Et là, effectivement, l'émergence du sionisme doit être croisée avec une approche longitudinale, de longue durée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le sionisme qui réactive des éléments qui existaient dans la tradition juive. Et je ne vois pas pourquoi ces deux explications, on ne peut pas les faire tenir ensemble. Elles sont totalement complémentaires. C'est-à-dire que, en gros, ce que j'appelle avec un peu d'humour, c'est quoi les sionistes? C'est des messianistes pressés, des messianistes impatients. Pourquoi? Parce que la tradition juive, elle dit n'oubliez jamais que Jérusalem, l'an prochain Jérusalem, voilà, mais surtout vous ne faites rien. Et c'est vrai qu'un
millénaire de lecture de la Haggadah tous les années. On n'a jamais vu qui que ce soit finir la Haggadah en disant l'an prochain Jérusalem et se préparer pour que l'année prochaine il y soit de vrai. Pourquoi? Pas parce qu'il est là, mais parce que la tradition disait attention, il ne faut pas que tu oublies Jérusalem, parce que tu reviendras à Jérusalem. Mais ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire de Dieu. Et les sionistes, ils prennent exactement ça, simplement cette idée qu'il faut attendre que Dieu s'en mêle. Ils disent non, 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 on est à l'ère du positivisme, on est à l'ère du scientisme, on est des judaïsations, des christianisations, etc. Nous, on a cette addition-là, ce suffixe-là. Non, non, nous, on n'attend pas la fin des temps, on le fait tout de suite. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle une grande partie du monde religieux orthodoxe était hostile aux sionistes, tout ça, pas parce qu'ils pensaient qu'ils se trompaient de lieu en allant en terre d'Israël, pas parce qu'ils pensaient qu'ils se trompaient de langue en prenant l'hébreu, même si justement, parce que c'était une langue sacrée, il ne fallait pas la parler, mais parce que ils osaient enfreindre le quiétisme ou l'attentisme, l'immobilisme qui était proclamé. C'est-à-dire, oui, un jour, c'était génial, on vous dit, vous reviendrez là-bas, mais ce n'est pas votre affaire. Et les sionistes en font leur affaire. Bon, voilà, il me reste 10 minutes. Et donc, je voudrais maintenant passer au deuxième volet, si je pense avoir dit l'essentiel sur le rapport entre antisémitisme. Donc, oui, il y a un rapport, mais voilà, il doit croiser d'autres forces culturelles, sociales, etc. Et d'ailleurs, je le dis parce que je n'ai pas dit colonialisme. Bien entendu que ça se passe à l'ère du colonialisme, c'est-à-dire l'idée de pouvoir. Vous pensez bien qu'au Moyen-Âge, se déplacer d'Espagne, enfin pas au Moyen-Âge, de se déplacer d'Espagne, c'était beaucoup plus compliqué. Ah, c'est vrai qu'à la fin du XIXe siècle, il y a les bateaux, il y a les chemins de fer. Ah ben c'est vrai que la Palestine devient plus accessible. Objectivement, elle devient plus accessible. Et regardez toutes les théories sur l'émergence de la nation, Ernest Gellner et autres, qui vous met en rapport la nation avec les chemins de fer. Ah ben oui, la nation française naît quand il y a un chemin de fer qui peut relier Lille à Marseille. Voilà. Et tant qu'il n'y a pas de chemin de fer, ah ben, on est peut-être français, oui, mais bon, voilà, il y a des langues qu'on parle différentes. Bon. J'aborde le deuxième volet, celui de lier antisionisme et antisémitisme, parce que c'est quand même ça. Alors, une petite parenthèse, parce que on en a souvent débattu, Dominique et moi. Un des arguments, c'est de dire, mais non, comment peut-on considérer que l'antisionisme est antisémite, puisque les premiers antisionismes, au moins jusqu'à la création de l'État d'Israël, étaient tous des juifs, et des bons juifs, qu'ils soient religieux, qu'ils soient bundistes, qu'ils soient réformés, qu'ils soient libéraux. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 solutions politiques. Quiconque ne choisit pas la solution sioniste, bien sûr qu'il est antisioniste. Mais je le précise parce que souvent c'est pas clair. C'est un antisionisme. Allez, à part 2-3 rixes entre militants du Bund et militants sionistes à la fin d'un meeting, ça n'a jamais été un antisionisme violent de qui que ce soit contre qui que ce soit. Enfin, je veux dire, le grand rabbin de France peut être un peu très, très distant vis-à-vis du sionisme. Il ne dit pas prenez les armes et on va leur casser la gueule. Et on va tout faire pour. Non, on travaille un peu de propagande, dire non, ça c'est important. Ça. Les orthodoxes, même chose. Alors eux, leur langage parfois est un peu plus vert, si je puis dire, mais un peu plus fleuri pour combattre tel. Mais ils combattent autant le communisme et juif et l'assimilation. Enfin, je veux dire. Mais dans un cadre qui reste globalement pacifique. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que le truc classique quand même, je parle encore une fois d'Europe centrale et Pologne, après la Première Guerre mondiale, c'est Pologne et l'Union soviétique, enfin, je veux dire, les parents, ils sont religieux, le fils aîné, il est sioniste, le second, il est bundiste, et le troisième, il va aux États-Unis. Enfin, je veux dire, ces divisions-là, elles étaient... Et donc, ok, des querelles de famille, qui peuvent être parfois un peu... Allez, c'est comme on a parlé de Dreyfus, on n'a pas parlé de Dreyfus, quoi. Je veux dire, si on en parle, ben le ton monte, mais il n'y a pas de violence. Enfin, je veux dire, le verbe peut être parfois un peu vigoureux. Ces antisionismes-là, donc du monde de la révolution, du monde communiste, etc., trotskiste et toutes les variantes, les anarchistes, et les partisans de l'émancipation, cet antisionisme-là, je dirais, symboliquement, en 1948, il change de nature. À partir de ce moment-là, si j'ose dire, on persiste à être antisioniste, en ce sens qu'on dit, moi, Israël, ça ne m'intéresse pas, et c'est pas pour moi. Mais personne ne va dire, ah non, mais moi, je suis contre, j'ai toujours milité contre l'État d'Israël, puisque j'étais pour la révolution, pour l'émancipation, du jour où l'État d'Israël est créé, alors maintenant, je continue, je persiste, et je veux sa destruction. Non. Aucun antisioniste, tous ces antisionistes dont on parlait,
Personne n'a dit, maintenant que l'État d'Israël est créé, comme on était contre son avènement, eh ben maintenant on va être contre son existence. En général, non. Et c'est devenu, pour les Juifs en tout cas, une question quasi individuelle. Ça ne m'intéresse pas, j'y suis réservé, un peu hostile, indifférent, mais pas je prends les armes à la main pour empêcher, pour rester. Pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que c'est pas la même chose que d'être contre l'avènement de quelque chose qui n'existe pas, que de vouloir détruire quelque chose qui existe. C'est pas du tout la même... Et donc, cet antisionisme-là, comme je dis, d'abord, il faut dire aussi que ça passe par la Shoah, ça passe également par l'embourgeoisement des Juifs américains, qui beaucoup étaient socialistes et bouddhistes, etc. Voilà, et faute de combattants, ce courant-là, il reste encore des traces, mais voilà, il n'est plus porté par des masses. Et concernant les partisans de l'émancipation, et c'est là où aux États-Unis c'était un peu différent de toute façon de ce qui se passait en France, mais pour ce qui est de la France, puisqu'on y est, et là c'est moins 48 que 67, c'est-à-dire que là où, par prudence, par sagesse, pas parce qu'on était antisioniste fondamental, mais parce que si on dit qu'on est sioniste, on va être accusé de double allégeance. Si on dit qu'on est sioniste, on dit « Ah, alors donc il avait raison, Maurras, qu'il y a bien une nation juive et que vous ne pouvez pas vous intégrer dans la nation française. » Donc par prudence, on n'était pas pour le sionisme. Voilà. Plus par prudence que par... ou alors parce qu'on pensait que ce n'était pas possible de le faire, c'était chimérique, c'était loin, c'était le désert, etc. Donc il y a une période de latence qui va de 49 à 67, et en 67, on dit « Ben voilà, on est pour l'émancipation, et désormais, ça ne nous empêche plus d'être favorable au sionisme. » Et de penser que c'est très bien c'est très bien, et tant mieux, et il doit persister à exister. Donc voilà pour l'antisionisme juif. J'ai déjà dépassé de 3 minutes, alors je vais prendre encore 2-3 minutes pour dire le rapport. Alors, je veux dire, bien entendu, et ça on ne l'a pas dit explicitement, je le dis explicitement, tout le problème commence, si j'ose dire, après 1945. Avant 1945, un antisémite, il s'affiche. Un chercheur en antisémitisme, il ne doit pas faire un travail d'élaboration rhétorique extraordinaire pour dire celui-là est antisémite. Le type, il le lui dit. Il dit, moi, je suis antisémite. Drummond, je suis antisémite. Treitschke est antisémite. Voilà, on l'affiche. Après 1945, et sans compter 1972 en France, où ça devient un délit. Donc là, bien entendu que... Mais après 1945, même sans la loi Pleven, plus personne n'ose s'afficher antisémite. On le fait encore contre Mendes France, contre Simone Veil, mais voilà. Et en tout cas, et ça, je fais l'allusion à... C'est tout le problème des sondages. Pas de ce sondage en particulier. Il faut bien tenir compte que, bien évidemment, qu'on ne va pas dire ouvertement on est antisémite. On le dira plus pour l'islam, on sera plus islamophobe. Ça fait encore partie des choses qu'on peut encore avouer dans un sondage. Antisémite. Et pas à cause de la loi de Pleven, mais parce que c'est pas politiquement correct. Voilà. Et donc on ne va pas le dire. Et donc, de ce point de vue-là, ces résultats, je les lis avec intérêt, j'ai du mal à considérer qu'ils sont parfaitement fiables. Pas parce que on peut pas... une fois que la personne a dit non, moi je ne le suis pas... Et donc là, pour le coup, les chercheurs, ils ont du boulot, parce que vous allez avoir affaire à de la dénégation. Et là, la question se pose entre antisionisme et antisémitisme. Alors, moi je dis tout de suite, et je l'ai écrit, et Dominique Vidal le sait très bien, moi j'ai une position, je dirais presque stratégique, ou tactique même, mais je veux dire, l'accusation d'antisémitisme, c'est la formule que j'ai employée, je la reprends ici, pour moi, c'est comme la bombe atomique, c'est le harm of last resort, c'est l'arme du dernier recours. Le reproche que je fais aux institutions et à des juifs ordinaires, enfin ordinaires, qui ne représentent pas des institutions, c'est de dire non, ne dégainez pas si vite l'antisémitisme. Parce que c'est perçu dans le débat public comme une forme de censure. Pour une raison très simple, c'est que si effectivement l'antisionisme c'est de l'antisémitisme, alors circuler, il n'y a rien à voir. Je n'ai plus à discuter. Donc, et là je dirais qu'il y a en miroir les deux positions. Bien entendu que l'objectif
de ceux qui soutiennent Israël, c'est de prouver que tout antisionisme est antisémite, puisque c'est, d'une certaine manière, couper court au débat. Voilà, il n'y a plus à discuter. Vous êtes antisémite, c'est de l'antisémitisme, donc ça ne se discute plus. Et regardez l'usage pléthorique, mais très problématique. Tout est antisémite. L'ONU est antisémite, Gutiérrez est antisémite, la cour pénale est antisémite. Ça y est, c'est devenu machin. Sans se rendre compte, ça c'est ce que je dis en Israël, sans se rendre compte qu'on ne fait qu'aggraver le problème au lieu de prétendre le résoudre. Bien entendu que l'antisionisme, lui, a tout intérêt à dire « ça n'a rien à voir ». Comment vous osez comparer, mettre en... Mais je suis antisioniste, mais je ne suis absolument pas antisémite. Ce que je considère comme une position problématique. Pas parce que je considère que tout antisioniste est antisémite, pas du tout, mais parce que je considère qu'à partir du moment où on est antisioniste, ce qui serait une opinion, alors déjà, on se met à dos 90% des juifs. Allez, 80%. Ah ben, entre les juifs d'Israël, ils sont 7 millions, allez, on va dire qu'il y a 6 500 000, il y a 500 000 peut-être antisionistes ou asionistes, etc. Je les connais bien, une grande partie d'entre eux sont mes collègues. Plus vous ajoutez la diaspora qui, allez, on va dire aux 2 tiers, 3 quarts, oui, il y a un peu plus de jeunes aujourd'hui qui se définissent comme antisionistes, d'accord, je le vois, je le lis, j'écris là-dessus dans mon dernier livre. Je vois bien qu'il y a ce que j'appelle une diaspora qui rivale, voilà, qui dit non, c'est non seulement c'est pas un modèle, mais c'est l'anti-modèle. Enfin, c'est encore des nombres, on verra dans 50, 10 ans, 15 ans, mais ça reste encore assez minoritaire. Donc, être antisioniste, se mettre à dos 80, allez, 75%, je vous le conseille. Se mettre à dos 3 quarts des juifs, c'est déjà quand même pas mal, puisque de manière générale, l'antisémitisme fonctionne avec l'ensemble. Vous savez, je suis antisémite, mais j'ai un bon ami juif. Bon, ben là, vous avez un quart du peuple juif avec vous. Mais les 3 quarts, ils sont pas, vous les détestez, vous ne les aimez pas. Vous contestez leurs droits. Et, alors, bien entendu, pour moi, c'était bien pour ça, le rapport sur les gens, ils savent pas ce que c'est, ils lisent ça, c'est quoi antisionisme, machin, voilà, non, Alors oui, il y a l'antisionisme qui n'en est pas un, et ça je le dis d'ailleurs hein, quand je fais des formations, etc. Quand quelqu'un vous dit qu'il est antisioniste, retenez-vous, ne sortez pas le pistolet antisémite, d'abord vous leur demandez, qu'est-ce que vous entendez par là? Mais ça, je l'ai fait aux États-Unis, puisque j'étais en année sabbatique jusqu'au mois de décembre dernier. Quelqu'un me déclarant, je vais être un peu, je vais vous vexer, enfin, je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, mais je suis antisioniste. Oui, madame, c'est pas très bien, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Ah, je suis contre Netanyahou. Je dis, ah oui, d'accord. Je suis contre les implantations. Attendez, vous voulez que je vous montre les sionistes qui sont contre les implantations? À commencer par moi, enfin, je veux dire. Donc, l'antisionisme, c'est bien, c'est un test beaucoup plus élevé qui consiste à dire que c'est la remise en cause du droit des Juifs à l'autodétermination. Et là, j'entends être encore plus nuancé, encore plus subtil, puisque c'est un peu ma marque de fabrique. Quelqu'un qui vient me dire, tu sais, regarde, franchement, la Juif et arabe, c'est tellement la cata, ça va continuer, vous n'allez jamais vous en sortir. Franchement, l'État binational, il n'y a que ça qui peut vous sortir du conflit et de la nation, etc. Je ne le considère pas comme antisémite. Je vais vous dire pourquoi. Mais je le soumets à un test. Parce que la question que je lui réponds, c'est, j'entends bien ce que tu préconises, c'est une recommandation ou c'est une injonction? Si c'est une recommandation, pour moi, il n'y a pas d'antisémitisme. On a le droit de me recommander de vivre juif et arabe dans le même État, avec un drapeau où il y aurait l'étoile de David aux couleurs de la Palestine. C'est ça le drapeau binational, qui n'était pas celui de Columbia et de From the River to the Sea. Mais en faire une injonction, c'est-à-dire veut dire c'est ou ça ou rien, ou l'État binational ou je ne te reconnais pas. Là, je dis, il y a un... Alors en quoi c'est antisémite? Pas parce que c'est seulement 3 quarts qui sont concernés, mais c'est parce que il y a l'idée sous-jacente que, une fois de plus, les Juifs doivent être l'exception. C'est-à-dire tous les peuples ont droit à l'autodétermination nationale, seuls les Juifs y échappent. Alors je sais bien, c'est pas ontologique, c'est à cause des circonstances dans lesquelles l'État d'Israël s'est constitué, alors vous n'y avez plus droit. C'est une position là qui est très problématique parce qu'elle fait des Juifs une catégorie, un peuple qui, à cause de son passif, très lourd, et surtout après l'année écoulée, mais lui vaudrait quelque chose qu'on n'a jamais pensé réserver à aucun peuple de la Terre.
je dis toujours avec humour, regardez l'Allemagne après la Shoah, non seulement on dit, personne ne dit qu'il n'y aura plus jamais d'Allemagne, mais on dit on va faire même 2 Allemagnes. Et l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et pourtant, voilà. Et même chose pour voilà, tous les peuples qui en ont asservi d'autres, etc. La France s'est rendue, Monson est ici, s'est rendue coupable, la République a été coloniale, etc. Jamais personne n'a dit ah, le passif est tellement lourd qu'il faut en finir avec la France. Donc, voilà où je suis. Et puis, je dirais la dernière chose. C'est pour ça que moi, d'ailleurs en réponse à un article de Dominique, une chronique de Dominique en Libé, j'avais dit antisémitisme et antisionisme ne se confondent pas, mais ils peuvent converger. Et je termine là-dessus, parce que là, je vois que j'ai déjà pas mal de temps. En plus, j'ai pris sur le débat. Ils peuvent converger quand? Alors, d'abord par la rhétorique. Parce qu'il faut bien comprendre, pour un militant pro-palestinien, cette cause est tellement juste, et tellement pure, et tellement morale, et je ne dis pas ça avec ironie, qu'on se dit, mais alors pourquoi ça? Oui, les jeunes adhèrent, etc., mais pourquoi les élites non? Pourquoi les gouvernements non? Pourquoi cette étrange défaite, comme dit Didier Fassin, etc., ce soutien à Israël? Là, attention, là c'est la convergence qui commence. Parce que pour expliquer ce qui apparaît pour un militant de bonne foi, pro-palestinien, mais pourquoi ça ne réussit pas? Et qu'il en vient à dire, ah, parce qu'il contrôle les médias, parce que dans les néoconservateurs, c'était les juifs qui avaient plus d'importance, etc., etc. Ah, là, on s'expose déjà à quelque chose. Et c'est pour ça que je dis, l'antisémitisme n'est pas, comment dirais-je, ne se confond pas. Mais en revanche, puisqu'on a parlé du LFI, je le ferai également, j'avais vu Emmanuel Bompard, qui était venu à Menton, puisque j'y enseignais depuis le deuxième semestre dernier, et à qui on s'est exprimé en disant, mais comment peut-on nous accuser? Et pour moi, c'est ça le problème. C'est cette idée que, ah non, mais on en est préservé, mais a priori. Là où je dis, non, moi je n'accuse pas systématiquement. Je dis simplement, tout antisioniste doit se poser en permanence la question, est-ce que ce que je dis d'Israël ne pourrait pas converger avec une tentation, une mauvaise tendance antisémite? Et je donnais comme métaphore pour dire que ce n'est pas un traitement spécial, c'est comme un homme qui viendrait dire « Ah, moi, la misogynie, mais je n'ai rien à voir avec ça. » Ah non, potentiellement, je peux avoir quelque chose. Ou un hétérosexuel avec l'homosexualité. Non, je dois me poser la question. Est-ce que je n'ai pas, en adoptant cette identité-là, est-ce que je ne pourrais... Voilà. Donc cette absolution, a priori, au nom de l'histoire, comment la gauche qui, depuis 1898, etc., Jaurès, d'abord, ce n'est pas le passé qui nous empêche de trucs, mais au-delà de ça, c'est parce que, oui, il y a cette possibilité-là. Et je termine là-dessus. Je soumets toujours des personnes qui me disent cela à un petit test. Et ça marche à tous les coups. Donc quelqu'un fait une critique, un réquisitoire anti-israélien, que je suis moi-même capable de faire, à bien des égards. Il termine son réquisitoire, qui généralement est assez long, etc. Et je lui dis, qu'est-ce que tu trouves bien en Israël? Je suis toujours un peu désarçonné, parce qu'on ne s'attend pas à ça après un long réquisitoire contre Israël. Et là, ça ne manque pas. Celui qui me dit, qui a une réponse, alors pas les Palestiniens d'Israël, ça, bien sûr, c'est facile, mais voilà, un truc, voilà. Il y en a un, m'a dit quelqu'un qui disait antisioniste, j'adore les séries israéliennes. Ok, ben là ça me rassure. Non, mais ça me rassure parce que à ce moment-là, ça prouve qu'il est capable de faire. Alors je sais pas si tu distinguer le bon grain de livret, mais voilà, à partir du moment où la réponse est, je sais pas, j'y ai pas pensé, etc. Là, ça laisse entendre, ça suggère qu'on est dans une sorte de passion irrationnelle. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne trouve plus rien de bien si on n'est plus capable de trouver quelque chose de bien. Mais dites-moi la résurgence de l'hébreu, par exemple, j'en sais rien. La littérature israélienne, le cinéma israélien. Quelque chose qui permet de dire... voilà. S'il n'y a rien, là, je pense que l'antisionisme débouche. Machin. Alors, je n'ai pas parlé, je n'en parlerai pas maintenant, sauf s'il y a des questions. Quand c'est les Palestiniens, là, c'est déjà autre chose. C'est plus tout à fait la même question. Donc, comme on n'est pas ici, on n'est pas en Cisjordanie, donc voilà, je me
ne sens pas tenu d'avoir l'exposé. Autrement, je mordrai sur votre temps de questions. Et je vous remercie en tout cas de votre attention. Merci.